Rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous voir en ligne et de vous accueillir pour un nouveau talk. Donc aujourd'hui, on va voir comment avoir un meilleur historique Git sans difficulté. Et ce meetup sera animé par notre invitée Maëlle Salmon. Elle est Research Software Engineer et blogueur. Donc bonjour Maëlle. Je vais commencer par vous présenter Air Ladies Paris. Donc, nous sommes un chapitre local de la communauté open source Air Ladies Plus global. Donc, Air Ladies Paris a été fondée en 2016 et notre objectif est de fournir un réseau de soutien et d'encouragement pour les utilisateurs de R et pour promouvoir l'apprentissage et la collaboration dans la communauté R en France. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes très actifs sur Meetup, LinkedIn, YouTube, Mastodon et Blue Sky. Donc, n'hésitez pas à scanner ces QR codes. Donc, l'équipe organisatrice de Air Ladies Paris, je suis Shaima Bouganmi, data scientist et business modeler au sein de BVA Group à Paris et je suis également organisatrice de Air Ladies Paris avec Mona Bellit, qui est data consultante et membre de Air Ladies Plus Global. Donc, qui est notre invitée pour aujourd'hui? Maëlle Salmon, elle est Research Software Engineer et blogueur, comme je viens de dire. Elle est titulaire d'un doctorat en statistique. Elle maintient le guide Air Open Science Packages. Elle fait le développement, la maintenance et le peer review. Elle a développé les paquets Bubble Down et Bubble Corto pour les documents multilangues. Mais elle contribue aussi au paquet DACPluer et eGraph chez Syncra. Elle est co-autrice de livres HTTP Testing in R avec Scott Chamberlain et gère le blog Hub. Et elle est aussi membre de l'équipe Air Ladies Plus Global. Wow. Nos événements à venir. On a un événement en présentiel le 27 mai 2024 à Paris, dans les locaux de DataCraft, c'est dans le 9e arrondissement. On va parler de Time and Memory Efficient Air Programming et on va avoir aussi une autre présentation sur DACDB. Notre invité, c'est Toby Hawking. C'est un chercheur en machine learning et professeur agrégé à l'université de Sherbrooke au Canada. Et un autre intervenant qui va parler de DACDB, on n'a pas encore le nom. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir si vous êtes à Paris et d'assister à ce meet-up. Voilà, donc un petit rappel avant de commencer. Nous prévoyons d'enregistrer la session. Donc, si vous préférez ne pas être enregistré, veuillez désactiver votre caméra. Si vous avez un commentaire ou une question à poser, veuillez laisser un message dans le chat. Et Air Ladies Paris s'engage à fournir une communauté respectueuse pour tout le monde. Vous trouverez notre code de conduite ici sur notre compte GitHub. Et voilà, donc continuons à maintenir cet espace comme une communauté accueillante et amicale pour chacun d'entre nous. Voilà, voilà. Merci pour votre attention et je donne la parole à Maëlle. Merci beaucoup. Alors, J'ai désactivé le partage. non, c'est bon, normalement. Ouais, Vous voyez mon écran? ouais, trop bien. Super. Ok, cool. Alors, donc, je vous parlais d'obtenir un meilleur historique guide sans difficulté. Le lien vers le diapo, il est là. Si quelqu'un peut le mettre dans le chat, donc c'est rledis-paris-guide.netlify.app. Ok, je vais le faire. Alors, j'ai commencé par vous parler d'un jeu vidéo auquel Git me fait un peu penser. Donc, c'est le jeu qui s'appelle L'Incroyable Machine. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui y ont joué quand ils étaient enfants ou plus vieux. C'était un jeu sur ordinateur où on devait réaliser comme un parcours avec des éléments. Par exemple, on devait allumer une lumière qui était à droite de l'écran et on partait de la gauche et en utilisant un chat qui court après une souris, des poulies, des ballons de baudruche, on arrivait jusqu'à droite. Et donc, des fois, j'y pense quand je mets en place un truc un peu compliqué, par exemple sur GitHub Action. Et aussi, j'y pense des fois en utilisant Git. Et je pense que ce qui est crucial pour bien aimer un jeu comme ça et pour bien aimer Git, c'est de savoir à quoi sert chaque chose. Dans ce jeu, l'incroyable machine, par exemple, le chat, il court toujours après la souris. Le ballon de baudruche, on le lâche, il monte.
Et donc, toutes ces choses-là assez basiques, ça nous permet de construire d'incroyables machines. Et donc, moi, il y a bientôt 2 ans, 1 an et demi, j'ai lu un livre sur Git et ça a changé ma vie parce qu'avant, j'étais dans une pratique très basique de Git. Et une fois que j'en ai su plus, c'était tout d'un coup beaucoup plus agréable d'utiliser Git et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Donc Git, c'est pratique. Donc il y en a ici qui ont commencé à l'utiliser. Et donc ça permet de moins perdre son travail. On peut expérimenter dans des branches, donc travailler sur plusieurs choses en parallèle dans les branches, c'est assez pratique, ce que ne permet pas ce qu'on peut faire quand on utilise pas Git, à savoir mettre des noms différents de fichiers selon la date et la version. Et puis on a un historique à utiliser, on peut utiliser l'historique localement ou sur des plateformes comme GitHub, ça peut être bien utile. J'ai mis quelques ressources guides pour les débutants, donc la plupart même toutes sont en anglais. Donc par exemple, ce qui vient du cours What They Forgot to Teach You About R, donc qui a eu plusieurs versions, et donc la plupart des versions enseignent Git. Il y a le livre Happy Git and GitHub for the User de Jenny Bryan, Jim Ester et collaborateurs. Les zines de Julia Evans, je ne sais pas si vous connaissez ces zines en général, donc c'est un peu comme des petites BD sur des thèmes techniques et c'est super bien expliqué, donc elle en a fait 2 sur Git. Et puis je cite ici 2 livres, Git in Practice de Mike McQuaid et Pro Git de Scott Shackle. Celui que j'ai préféré, c'est celui que j'ai lu en premier parce que je partais de plus loin, donc c'est Git in Practice et je crois qu'on le définit comme étant plus abordable en fait que Pro Git. Euh, et donc, quand on débute en Git, ou souvent on nous dit, en tout cas j'ai beaucoup entendu, il faut créer des petits commits, donc des petites modifications qui ont des messages informatifs. Donc, et j'aimerais vous donner 3 raisons en fait pour lesquelles c'est important. Donc, par exemple, on peut imaginer, en plus ça m'est arrivé cette semaine encore une fois d'avoir un code qui ressemblait vraiment à ça, donc j'étais contente, je me suis dit mon exemple il n'est pas si illogique que ça. Donc imaginons, on est sur un script qu'on a écrit il y a des années ou quelqu'un d'autre a écrit. On a cette ligne x égale x moins 1 et on ne sait pas pourquoi en fait on rétrécit x à ce moment-là. Il n'y a pas de commentaire qui explique ça. Donc on est un peu embêté. Et Git peut être un outil qui nous permet de résoudre ce mystère de pourquoi il y a ces lignes dans le code en utilisant quelque chose qui s'appelle Git Blame. Donc c'est un mauvais nom, ce serait plus sympa s'il s'appelait Git Explain. Donc en tout cas, cet outil, pour chaque ligne de code, il va nous montrer quand est-ce qu'elle a été modifiée pour la dernière fois, par qui et avec quel message. Donc par exemple, ici, on a en jaune des lignes qui ont été modifiées pour la dernière fois par mois en 2020. Et la ligne qui m'intéresse, en vert, elle a été modifiée pour la dernière fois en 2017 par un petit robot. Donc maintenant, si je veux savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, je vais cliquer sur le commit pour avoir les informations sur ce changement. Et donc là, le problème, c'est que si j'ai pas de chance, le message, ça va être ajoute un tas de fichiers avant le déjeuner. Et là, j'ai 145 fichiers modifiés, plein d'ajouts, plein de suppressions. Donc je ne peux pas comprendre pourquoi cette ligne, elle a été ajoutée parce que c'est au milieu de tout un désordre d'autres changements. Alors que si j'ai de la chance, je vais cliquer et ça va me dire fixe, adapter le code à l'indexation 0 de l'outil. Donc c'est un petit commit qui a modifié 2 fichiers, 3 ajouts, 2 suppressions. Et là, à ce moment-là, je comprends ce qui s'est passé pour cette ligne. Je peux ajouter un commentaire dans le code, comme ça la prochaine fois, la prochaine personne qui lit ce code n'aura pas besoin de regarder GitBlame. En tout cas, je ne suis plus bloquée. Et ça, c'est juste parce que le commit était petit. Maintenant, imaginons un autre cas. Donc, on a avancé dans notre travail, on se rend compte que la chose qu'on a fait il y a 7 commits, c'était une mauvaise idée. Et donc, on doit enlever cette idée. Donc là, on a deux solutions. Finalement, on peut supprimer manuellement le changement. Malheureusement, si c'est une mauvaise idée qu'on a eue dans 10 fichiers, il faut qu'on ouvre 10 fichiers pour enlever ce changement. Ou alors, est-ce qu'on défait le commit? Et là, en fait, Git a une commande pour ça qui s'appelle git revert. On peut défaire un commit, faire un nouveau commit qui est juste le contraire de ce commit-là. C'est très pratique. Le problème, c'est que ça marche que si le commit est petit, parce que si on avait fait un énorme commit qui avait notre mauvais changement et plein d'autres changements, on ne peut pas utiliser git revert puisque ça enlèverait en même temps des choses que l'on veut garder. Donc là encore, c'est mieux d'avoir un petit changement. Dernière raison pour laquelle c'est mieux d'avoir des petits commits. Donc imaginons, on a un projet un peu complexe et il y a 3 jours, on faisait un truc avec et ça marchait très bien. Entre-temps, on a fait des changements dans le projet, puis on essaie de refaire la même chose qu'il y a 3 jours et ça ne marche pas. Et là, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est complexe, en plus c'est hyper difficile à débugger. Puis ben, entre il y a 3 jours et maintenant, on a fait beaucoup de travail. Donc comment on va faire pour savoir ce qui s'est passé?
Et donc, Git a un outil pour ça qui s'appelle Git Bisect, et donc qui nous permet de regarder les commits et de trouver lequel a créé le bug, nous empêche de travailler maintenant. Donc ici, j'ai représenté chaque commit par une petite tête. Donc la tête à gauche avec les lunettes de soleil, c'est il y a 3 jours, ça marchait très bien. La tête à droite, c'est la tête d'aujourd'hui, on pleure parce que ça ne marche plus. Et entre-temps, on a tous ces petits commits qui ont fait des changements. J'ai mis une tête qui dormait, pas parce qu'on dormait, mais parce qu'on ne regardait pas si notre chose, elle marchait ou pas. Donc c'est à un moment, dans un de ces commits, en fait, on a introduit le bug. Et Git Bisect va nous aider à trouver quand on a introduit le bug. Donc Git Bisect, c'est un mode de Git, et donc il va nous faire rentrer, par exemple, dans le troisième commit. Et là, on doit lui dire si c'est un bon commit ou un mauvais commit. Imaginons que c'est un commit qui marchait encore, on lui dit c'est un bon commit. Et comme on part de l'hypothèse que le bug, on l'a introduit une fois, et pas introduit, réparé, introduit tout ça sans se rendre compte, si le troisième est bon, tous les commits qui étaient avant étaient bons aussi et n'avaient pas le bug. Et donc on continue, peut-être que Git Bisect nous emmène au cinquième commit, et là on essaye de faire cette chose qu'on n'arrive plus à faire, ça ne marche pas, donc tous les commits après ça ont le bug aussi. Puis un dernier commit à explorer, on essaye de faire cette chose qu'on n'arrive plus à faire. Si on n'y arrive pas, c'est que c'est ce commit, le premier, qui a le bug. C'est dans ce commit que le problème a été créé. Et donc là encore, en fait, c'est un commit qu'on va obtenir comme résultat. Et donc si c'est encore un truc comme ajoute un tas de fichiers avant le sport, on a plein de modifications à la fois, on n'est pas très avancé pour trouver l'explication à notre bug. Si c'est un petit commit qui nous dit par exemple commence à utiliser YAML, on n'a que 2 modifications, là on va pouvoir réparer ça. Et souvent avec YAML, le problème c'est qu'on a oublié des guillemets quelque part. Alors là, j'aimerais vous montrer Git Bisect parce que ça peut être un peu nébuleux tant qu'on l'a pas essayé. Et malheureusement, le jour où on en a besoin, on est déjà assez embêté par notre bug pour en plus apprendre un outil nouveau à ce moment-là. Donc là, pour ça, le code que je vais faire tourner dans R, donc ça crée un directory, donc un dossier temporaire en utilisant le paquet wizard. Et ensuite, en utilisant mon paquet Saperlipopette, qui est un paquet qui crée des exercices de Git, on va créer un dossier dans lequel on aura un petit exercice à résoudre avec Bisect. Donc, je vais copier le code. Là, je l'ouvre dans Positron, mais après, j'ouvrirai ça dans RStudio. Hop. Donc là, il s'est ouvert comme par magie dans Positron, et moi, je vais l'ouvrir avec RStudio. Donc, normalement, je ne vais pas pouvoir faire comme ça. Il y a des questions dans le... Non. Alors, donc, vous voyez, ça a ouvert une session de R, et en fait, dedans, on a les instructions qui apparaissent ici. Donc, ça me dit quand est-ce que mon script.R a arrêté de marcher. Et donc, pour résoudre le problème, je vais utiliser Git Bisect. Alors, en réalité, comme c'est un exemple, le script, si on l'ouvre, on va trouver tout de suite le problème, mais on va pas l'ouvrir. Comme ça, on va pas trouver le problème. On pourra utiliser Git Bisect. C'est assez difficile, en fait, de faire un exemple un peu crédible. Et donc, si on se souvient plus comment utiliser Git Bisect, on peut utiliser la fonction type qui va nous donner des indices. Donc, type nous dit d'examiner l'historique Git. Donc, si vous utilisez RStudio, vous pouvez le regarder donc, en haut à droite, comme ça, là, l'historique par cette petite... Mais bon, vous pouvez... En fait, avec Saperlipopette, vous pouvez utiliser RStudio ou Positron ou ce que vous voulez. En fait, l'idée, c'est vraiment juste de manipuler Git comme vous le feriez en temps normal. Donc, on a plein de commits, en fait, qui modifient le script. Donc, voilà, c'est ça l'historique. Et on va essayer de faire tourner le script qui ne marche pas. Ouais, en effet, ça ne marche pas, on obtient une erreur. Donc, imaginons que ce soit très difficile à débugger. On n'y arrive pas. On va essayer de trouver lequel de nos commits a créé ce problème. Donc, on va rentrer dans le mode Git Bisect. Donc, comme c'est un mode de Git, on lui dit bien Git Bisect Start. Et ce qui est important, en fait, c'est que aussi, il ne faut pas oublier d'en sortir. Une fois qu'on aura trouvé le mauvais commit, il faudra sortir de Git Bisect. Avec la commande que j'oublie à chaque fois, Git Bisect Reset. Donc là, on va commencer par lui dire à Git Bisect que le commit sur lequel on est actuellement, il n'est pas bon. Oups, on va y arriver. Bad.
Donc git bisect, il parle pas de manière très compliquée, hein. Quand c'est pas bon, on lui dit bad, et quand c'est bon, on lui dit good. Donc, voilà. Et on va lui dire lequel commit était bon, c'était le premier commit. Hop, donc ici, on a son hash, mais en fait, on peut le retrouver sinon par l'historique. On va jusqu'au début. Alors, hop. Et on pourrait copier-coller depuis ici, c'est le premier commit. Parce que comme ça, Perlipopette, quand ça Perlipopette crée des exercices, ça utilise toujours, bah, c'est le même changement. C'est la même personne, Jane Doe, et c'est la même date et la même heure. Le hash, il est toujours le même. Si vous refaites cet exercice sur votre machine, vous aurez le même hash de commit ici, les mêmes petits, la même ID. Donc ici, je vais lui dire que ce commit-là, il était bon. Et maintenant, git bisect, il va nous faire regarder l'état des fichiers à tel commit. On lui dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc, je vais refaire tourner mon script et là, ça ne marche pas. Donc, je vais lui dire que c'est git bisect bad. Maintenant, hop, il m'a mis un autre commit. Donc là, j'essaye de faire tourner mon script, ça ne marche toujours pas. Donc, je vais dire à git bisect bad. Voilà, on recommence. Là, il m'a mis un nouvel état des fichiers. Et là, ça marche, il n'y a pas d'erreur. Donc, on a un bon commit. Donc, on peut lui dire git bisect good. Donc, on a un nouvel état des fichiers. Et là, j'ai l'erreur. Donc, c'est git bisect bad. Hop. Celui-là, il y a l'erreur aussi. Donc, encore git bisect bad. Là, toujours l'erreur. Alors, ce qui est bien, c'est que git bisect, enfin, ce qui est marrant, git bisect, il parle pas très compliqué, donc on lui dit good ou bad, mais il sait pas trop compter. Donc, quand il nous dit qu'il reste 0 steps, il en reste encore un. On doit encore vérifier une dernière fois. Et donc, ça marche. Donc, ça, c'est git bisect good. Et donc là, il nous dit, voilà, quel est le commit qui a créé ce problème. Donc, on va prendre le début de son ID D2482. Je vais aller dans l'historique pour voir. Hop. D2482. Non, alors, j'ai la barre de zoom pile là où ça m'intéresse, où ça m'embête. Non, alors pourquoi je ne trouve pas? Ah, parce que je suis encore dans... Je sais, pardon. Je vous ai dit, il ne faut surtout pas oublier de sortir de Git bisect et j'ai oublié. Donc voilà, mon historique, je ne pouvais pas trouver le commit. Donc je vais dans l'historique. Voilà, donc ici je suis sur le commit et on voit que c'est un commit qui dans ce script qui a que des additions. En fait, j'ai ajouté une ligne qui faisait AAA, qui est un objet qui n'existe pas. Donc c'est ça le bug que j'ai rajouté à ce moment-là. Alors ici, comme j'ai dit, si on avait ouvert le script, on aurait trouvé le bug tout de suite, mais Git bisect, ça peut nous aider à trouver un problème qui est un peu plus complexe et caché. Et pour ça, on a juste besoin que à un moment ça marchait, on savait que ça marchait, à un moment ça marche plus, et puis ben, là, on avait quand même une centaine de commits, on a dû faire que 10 vérifications ou quelque chose comme ça, un peu moins. Donc c'est quand même un gain de temps. Alors, une autre chose, c'est que vous avez peut-être remarqué que là, dans Git bisect, on a refait tout le temps la même chose. Donc on a dit que c'était bon ou mauvais, et puis on a refait source script, et quand c'était pas bon, ça envoyait une erreur. Donc c'est tellement répétitif qu'on peut se dire que c'est automatisable, et ça l'est. Donc je vais vous montrer une autre manière de faire Git bisect. Au début, ça commence pareil, on fait Git bisect start. On lui dit que notre commit actuel, il est mauvais. Ensuite, on refait celui qui est bon comme ça. Voilà. Et maintenant, au lieu de faire nous-mêmes les vérifications, on peut utiliser la commande que type m'a montré ici, qui est... Alors, je vais la copier, puis je vais l'expliquer en même temps. Alors, donc en fait, on fait git bisect run, et on lui donne une commande qui est en fait exécutée dans le terminal, c'est rscript, qui va donc appeler R de rscript.r. Donc comme ça, git bisect tout seul, il va essayer de faire tourner mon script à chaque étape et il va voir si ça envoie une erreur ou pas. Hop. Et donc tout ça, ça va très très vite. Et du coup, il me retrouve le même commit que tout à l'heure, qui était le D2482. Et donc ça allait beaucoup plus vite. Donc si jamais on a un cas où on peut utiliser git bisect et en plus qu'on a
quelque chose qui renvoie une erreur quand c'est pas bon et qui n'en renvoie pas quand c'est bon, on peut aller encore plus vite avec Git Bisect. Est-ce que vous avez des questions déjà sur Git Bisect avant que je passe à la suite? Pour le moment, je vois pas de questions dans le chat. Ok. Hop. Donc l'historique de Git, vraiment, c'est important qu'il soit petit avec des messages informatifs pour des cas comme ça, là, qu'on a vu. Donc, quand on utilise Git Blame, quand on veut défaire des commits ou quand on utilise Git Bisect. Donc, en fait, c'est un peu comme un profil Instagram. Donc, on a la belle grille avec toutes les belles choses et puis en Stories, on a les trucs un peu moins beaux. Et donc, il y a une citation de Mike McQuaid dans Git in Practice que j'aime bien aussi. En fait, il dit... euh, donc il est dit en anglais, voici ma mauvaise traduction, il dit qu'il n'est pas nécessaire que tout le monde voit les erreurs que tu as faites en cours de route. Alors j'espère que vous travaillez quelque part où c'est pas très grave si vous faites des erreurs en cours de route, que personne ne va vous juger pour ça, mais en tout cas, on peut aussi rendre les choses un peu plus jolies dans Git et je vais vous expliquer comment. Et pour moi, une révélation, ça a été, en fait, j'obtenais parfois des pull requests sur GitHub de collègues ou collaborateurs qui avaient non seulement des super changements dans le code, mais en plus, l'historique Git de leur changement, il était super propre. Alors que moi, souvent, c'était essai, essai encore, essai, essai encore. Et eux, c'était vraiment tout parfait. Je me disais, c'est fou, ces gens, c'est des génies parce qu'ils arrivent à la fois à modifier le code de super manière et faire un merveilleux historique. Et en fait, j'ai réalisé que c'est possible de d'abord faire le changement dans le code avec un historique tout moche et après de réparer l'historique. En fait, on peut reprendre son historique Git et donc c'est une autre dimension au travail. C'est pas forcément faire les deux choses à la fois, le code et Git, ça peut être le code et on fait Git comme on peut et après on rattrape les choses et je vais montrer 4 manières de le faire. Donc j'ai écrit 2 articles de blog dessus où j'ai mis les liens. Donc le premier conseil que je vous donnerais pour pouvoir reprendre votre historique de guide pour qu'il soit beau et utilisable par la suite, c'est de travailler dans des branches. Donc au lieu d'être dans votre branche par défaut tout le temps, par exemple main, vous allez aller dans une branche et puis quand vous avez fini, vous allez la fusionner à la branche principale. Parce que ça permet une plus grande liberté en fait pour retravailler l'historique. Ça permet aussi d'avoir des collaborateurs et collaboratrices qui vont regarder vos changements et faire une revue de code, mais ça permet aussi de rattraper l'historique. Mais je vais vous montrer d'abord une première méthode où il n'y a pas besoin de travailler dans une branche pour l'utiliser. Donc c'est la méthode de l'amendement répété qui est dans Happy Git Wizard. Donc déjà, et c'est basé sur l'idée de git commit amen. Donc peut-être que vous n'avez pas utilisé git commit amen, donc je vais vous montrer ce que c'est avec un autre exercice dans Saperlipopet. Alors si j'ai toujours RStudio ouvert, ça va être encore mieux. Hop. Parce que comme ça, je peux le créer, il va s'ouvrir dans RStudio. Si on utilise Saperlipopet dans Positron, les exercices, ils s'ouvrent dans Positron, et si on utilise dans RStudio, ils s'ouvrent dans RStudio. Donc là, l'exercice me dit que zut, j'ai fait un commit et j'ai réalisé immédiatement après que j'aurais dû faire un petit changement. Et donc, je voulais lister 3 choses dans mon fichier qui s'appelle bla, et donc pas seulement 2. Donc, on va regarder. On a un fichier qui s'appelle bla, et dedans, on a thing1, thing2, et on voulait aussi avoir thing3 dans le même fichier. Donc, comment faire, en fait? Et là, je vais regarder type pour avoir plus d'informations. Ça nous dit que bah, déjà, on va ajouter la 3e chose à ce fichier. Donc, on fait le changement qu'on aurait voulu faire. On le sauve. Et ensuite, on va mettre bla dans Git. Alors, si vous utilisez RStudio, donc on peut le faire ça, cette chose, soit en ligne de commande, soit en cliquant. Mais dans RStudio, c'est que c'est très pratique en cliquant. Donc, j'ajoute bla, donc je le stage à Git. Et ensuite, pour faire le commit amend, je vais dans commit. Et là, je clique amend previous commit. Voilà. Et donc, je clique ici, amend previous commit. Je fais le commit. Hop. Ah, ben non, j'arrive jamais, moi. Voilà. Et donc maintenant, si je regarde mon historique, je n'ai plus qu'un seul commit qui rajoute les 3 choses à la fois. Donc, je n'ai pas créé un nouveau commit, j'ai modifié mon commit précédent. Donc, j'ai créé un meilleur commit graduellement. Donc, c'est ça, git commit amend, ça veut dire ne pas faire un nouveau commit, mais
modifier le dernier commit. Donc quand on a fait une erreur et qu'elle est dans le commit de juste avant, c'est pas très grave parce qu'il est toujours possible d'utiliser git commit amend pour l'améliorer. Et donc ça, c'était donc dans RStudio, là on peut cliquer commit amend, et sinon en ligne de commande, c'est git commit-amend. Et si on rajoute "-no-edit", ça veut dire qu'on ne veut pas changer le message du commit précédent. Si on ne le met pas, on peut aussi changer le message. Ça peut être pratique. Si par exemple on a fait une faute d'orthographe dans le message de commit, on peut toujours utiliser git commit amend et changer le message du commit précédent. Donc c'est toujours possible de revenir là. Donc c'est ça l'idée de "Ah, maintenant on change le commit précédent". Et l'idée de l'amendement répété pour avoir un meilleur historique Git, c'est qu'on va on, on va utiliser git commit amend pour nos besoins. Donc imaginons, on veut ajouter un truc cool à notre projet R. On commence à le faire, et même avant qu'on ait fini, on va faire un premier commit, et on va lui donner comme message ajoute truc cool, alors qu'on n'en est pas encore là. C'est vraiment un message aspirationnel. On n'a pas du tout terminé. Voilà. Ensuite, on fait une deuxième partie du travail. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise git commit amend no edit. Donc, ça veut dire que nos changements ils s'ajoutent à ce premier commit et sans en changer le message. Comme ça, mon premier commit, là, il est devenu un peu meilleur. Et on continue à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à un état où là, vraiment, pour le coup, on a fini, on a réussi à ajouter ce truc cool. Et donc, c'est fait. Donc, on a fait notre dernier git commit amend. Notre commit, il est parfait. Maintenant, on l'a construit petit à petit, on l'a construit graduellement, mais maintenant, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et donc, on fait le git push à ce moment-là. Donc, vraiment, ça permet d'aller graduellement. Donc, ça, c'est la version qui est expliquée dans Happy Git with A. Maintenant, on peut le changer un petit peu. Si on crée une branche, au lieu de rester dans la branche par défaut, donc, la première chose qu'on fait, on crée une branche, on l'appelle feature, cool, et on fait ensuite la même chose. Donc, on fait la première partie du travail. Avant même d'avoir terminé, on crée un commit avec le message ajoute truc cool, et on peut déjà faire un push. De toute façon, on est dans cette branche, donc c'est pas grave. On fait la deuxième partie du travail, on amène le premier, donc on modifie le premier commit. Et là, on fait un git push force. On est obligé, comme on a modifié un commit, on doit faire un git push force. Et faire git push force vers une branche qui est partagée, vers la branche par défaut, c'est vraiment pas recommandé. Mais là, c'est pas grave parce que c'est notre branche qui est juste pour nous. Donc faire un git push force dedans, c'est pas grave du tout. Et moi, j'aime bien faire ça parce que j'aime bien toujours avoir ce que j'ai fait dans la version en ligne de mon dépôt. Ça me rassure un petit peu. Donc on continue jusqu'à ce qu'on ait terminé. Puis bon, là, on fait un dernier git push force et notre comité fait. Donc voilà, donc avec cette méthode de l'amendement répété, ce qu'on fait, c'est qu'on construit graduellement un commit parfait. Alors même qu'on n'a pas eu... Donc d'extérieur, on peut se dire, elle a tout réussi du premier coup, c'est pas vrai. Mais personne n'a besoin de le savoir. La deuxième méthode pour obtenir un bon commit, ça va être dans une pull request sur GitHub. Donc, on a notre branche, on a tout notre désordre de commits dedans. Donc, par exemple, ici, j'ai cool thing, les tests, ajouter les tests. Est-ce que ce test va enfin marcher? Puis plusieurs commits, un peu de débogage où je galérais. Et donc, tout ça, ce sont des commits que je ne veux pas avoir sur ma branche par défaut en vert. Et donc, au moment de fusionner ma branche, je peux choisir Squash and Merge, qui veut dire que finalement, après ça, ça va créer juste un commit à partir de tous ces commits. Et si je lui choisis un bon message clair, je suis dans une bonne situation. Donc, vraiment, c'est juste cliquer sur ce bouton. Alors, le Squash and Merge et l'amendement répété, ça permettait de passer d'un joyeux désordre à un seul commit. Parfois, on peut avoir envie ou besoin de passer de beaucoup de changements à plusieurs commits au lieu de un seul. Je vais d'abord regarder s'il y a des questions à ce moment-là. Oui, une petite question. Oui, alors non, on ne peut pas faire pour l'avant-dernier, mais je vais vous montrer des méthodes qui permettent de toucher aux commits qui ne sont pas le dernier. Oui. Donc c'est bien, je voulais voir s'il y avait une question avant la partie d'après, et la réponse c'est la partie d'après. Quelle chance. Donc, troisième méthode pour refaire les commits, ça va être de partir de zéro. Et pour ça, on va utiliser git reset mixed. Et ça, c'est une commande assez magique qui va nous permettre de
de garder les changements qu'on a faits, là, nos changements qu'on a obtenus à la sphère de notre front, dans notre répertoire, dans nos fichiers. Donc, on ne touche pas aux fichiers, ils ont toujours les changements, mais pas, mais ces changements ne sont plus dans l'historique Git. Comme ça, on va pouvoir, oups, ajouter les changements de manière intelligente, comme si on avait tout compris du premier coup. Donc, on va utiliser pour ça git add. Et on peut même, imaginons qu'on est dans un fichier 10 changements, on peut en ajouter 5 à un commit et 5 à un autre. Ça, c'est avec git add patch qui nous permet de choisir dans un des changements lesquels vont dans un commit et lesquels iront dans un autre. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je vais fermer une de mes fenêtres parce que là, ça fait beaucoup de fenêtres RStudio. Hop. Donc là, c'est l'exercice de reset. Donc là, ça me dit que je veux que l'historique des commits de ma branche feature ait l'air plus intelligente. Donc ce que je peux faire, c'est défaire les commits et garder les changements. Donc on va utiliser git reset. Je vais vous montrer l'historique, enfin les fichiers. Donc ici, dans cet exemple, on a un script qui fait juste la division de 1 par 2 et un fichier de configuration qui ressemble à un truc d'intégration continue. Alors l'historique git, en fait la barre de zoom, où que je la mette, elle va finir par m'embêter. Alors, history ici, non, n'importe quoi, git, voilà, history. Et donc ici, on avait mon premier commit, ensuite on a eu un premier commit où j'ai rajouté la configuration CI, ensuite j'ai rajouté le script, et après j'ai essayé de réparer l'intégration continue, encore essayé de réparer l'intégration continue, après je me suis remis dans mon script qui était cassé aussi, donc j'ai essayé de réparer le script. Je me suis dit, ah, ce serait bien d'ajouter ce truc d'intégration continue, que j'ai ajouté, et après j'ai encore réparé le script. Donc c'est un cas un peu, c'est un petit peu le bazar, mais en même temps, il y a que deux lignes principales de travail. J'ai travaillé sur le script et j'ai travaillé sur l'intégration en continu. C'est un peu mélangé, mais on va pouvoir les séparer. Et là, mon objectif, je pense que ce serait pas mal d'avoir un commit qui concerne l'intégration continue et un commit qui concerne le script. Donc pour ça, on va faire un git reset mixte. Alors, faut pas se tromper parce que quand c'est par exemple, c'est git reset hard, ça, c'est la version où on enlève les changements de partout, de l'historique Git et des fichiers. Donc, il ne faut pas se tromper. Si on n'utilise pas mixte, on va être un peu embêté. Donc, le premier commit avant tous mes changements, c'était celui-ci et j'ai besoin de son ID. Donc, je vais copier. Donc, on peut l'obtenir de différentes manières. Et en ligne de commande, je vais faire git reset mix de ça. Voilà. Alors, donc là, on voit que j'ai toujours ma division de 1 par 2 dans mon script et j'ai toujours l'intégration continue qui est comme ça. En revanche, si on regarde l'historique, j'ai plus que mon premier commit. Et donc là, j'ai mes deux fichiers avec leurs changements dedans. Donc c'est super, je peux ajouter bla.r et faire un message qui dit ajoute bla. Hop, et je peux ajouter l'intégration continue à un autre commit et je dis configure l'intégration continue, hop. Donc voilà, et maintenant mon historique, ça fait un premier commit, ajoute plat et configure l'intégration continue. C'est tout de suite beaucoup, beaucoup mieux rangé et c'est les mêmes changements. Alors dans ce cas, mon script, il a une ligne, mon intégration continue, elle a deux lignes. Donc peut-être que même en faisant des copier-coller ou que sais-je, on y arriverait bien, mais ça peut être très pratique dans des cas où on a des choses plus complexes. En fait, c'était de revenir à zéro, on garde les changements dans les fichiers et on construit l'historique a posteriori de manière plus ordonnée. Donc voilà une manière de réparer un historique. Et donc qui permet de passer de plusieurs commits à plusieurs commits aussi. Et il y a une autre méthode, donc c'est la dernière que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la méthode de mélanger et associer les commits. Donc c'est Git Rebase Interactive, donc je vais vous montrer un exemple avec sa perlipopette. Alors, je vais fermer celui-ci. Donc ici, ça a dit encore une fois, je veux que l'historique de ma branche feature ait l'air plus intelligent.
Alors, on va regarder ce qu'il y a et vous allez remarquer, c'est exactement le même exercice que celui qu'on a fait avec Grid Reset. Donc, on divise 1 par 2, on a la même intégration continue. On peut même regarder l'historique et c'est le même aussi. Donc, vraiment, c'est le même exercice, mais on va le résoudre d'une manière différente en faisant un Git Rebase interactive. Alors, en fait, je l'ai ouvert dans RStudio, mais celui-là, je voulais vous montrer dans Positron parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent pour les Git Rebase. On va voir à quoi ça ressemble si je le fais ici. En tout cas, je peux avoir. Donc là, il faut que je trouve quel est le premier commit avant les changements. Donc, une manière de le retrouver, ce serait d'utiliser la commande git merge base. Donc, il nous donne le 8F9. Et si on regarde, en fait, si on revient à l'historique, le 8F9, c'est le premier commit. C'est le premier commit avant mes changements. Donc, je peux le copier-coller d'ici aussi. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je vais faire le Git Rebase Interactive. Et voilà. Et en fait, oui. En fait, j'ai configuré Git de manière à ce que quand je fais un rebase interactif, ça m'ouvre le fichier de Git dans Positron. C'est pour ça que de toute façon, je quitte Positron, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, j'avais une interface toute jolie que je vous montrerai dans un deuxième temps. C'est l'interface dans Positron pour faire les rebases. Et là, ce fichier texte, c'est ce qu'on obtient, peu importe comment on fait son rebase. Des fois, ça peut l'ouvrir dans Vim ou dans autre chose. Ça dépend de comment on a configuré Git. Donc ici, j'ai tous mes commits, donc du premier au dernier. Et je vais les modifier. Alors, ce qui est recommandé, c'est on peut les bouger, par exemple. Et le mieux, c'est de ne pas faire trop de choses à la fois. Donc, je vais juste les bouger. Donc, ces deux-là, je les ai copier-coller à ici. Celui-ci, je le coupe-colle aussi à ici. Donc là, j'ai juste changé l'ordre. Comme ça, j'ai mis tous ceux qui étaient relatifs à l'intégration continue à la suite et tous ceux qui étaient relatifs au script à la suite aussi. Donc c'est tout ce que je vais faire. En fait, je vais enregistrer, fermer. Donc je retourne dans RStudio où j'étais et là, il a fait mon rebase. Si je regarde l'historique maintenant, en fait, j'ai tous les... Est-ce que c'est vraiment mis à jour ça? Non, ok. Donc j'ai d'abord tous les commits avec l'intégration continue et tous les commits concernant le script. Et donc je peux refaire le même rebase qui va se réouvrir ici dans Positron. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner les commits. Donc ici, au lieu d'utiliser pick, je peux choisir plusieurs mots. Donc il y a d'ailleurs les explications ici. Donc pick, ça veut dire qu'on utilise le commit. Reward, ça veut dire qu'on veut utiliser le commit mais changer son message. Edit, ça veut dire que quand on va faire le rebase, Git va s'arrêter et va nous envoyer dans les fichiers et là on peut les modifier. Squash, ça veut dire qu'en fait on fait comme un git commit amen où les deux commits ils vont être mis ensemble, celui-là et celui d'avant. Et fixup, c'est la même chose, sauf que, donc si je mets fixup ici, pour être clair, le message de commit, ce sera juste celui-là. Les changements, ce seront les changements des deux commits, mais le message, ce sera celui-là. Et c'est ce que je vais utiliser parce que je veux euh, fusionner les commits entre eux, mais le premier message, il me va très bien. ACI configuration, ça me va très bien. Et donc ici, je vais mettre fixup aussi. Et ici, fixup aussi. Donc, je veux que ces trois commits ici, ils soient fusionnés à celui d'avant et qu'on utilise le message du premier commit. Et pareil pour ces deux-là, fusionnés à celui qui est juste avant eux avec le message du premier. Donc, j'enregistre, je ferme et je retourne dans RStudio où j'étais. Et donc là, je vais regarder l'historique de ma branche. Et donc, on voit que je n'ai plus que deux commits. Voilà. Et je l'ai fait en deux temps pour suivre les meilleures pratiques. Alors, je vais refaire le même exercice. En fait, dans Positron, c'est assez sympa parce que le commit qui va s'ouvrir au bout d'un moment. euh, voilà, donc on va retrouver le... Donc ça, je peux le copier d'ici. Alors, dans mon historique.
Non, je suis pas dans le bon fichier, pardon. J'ai plusieurs trucs ouverts. Alors, je vais retrouver le commit dont j'ai besoin de l'ID. Hop, avec merge base. Dans le terminal. Donc, c'est ça. Hop. Et bien, Git rebase interactive de ce ID-là. Et en fait, dans Positron, c'est avec l'extension GitLance, on a cette interface graphique qui est hyper sympa. Donc là, je vais bouger mes commits, par exemple. Je vais faire comme ça. Hop. Et oups. Donc là, j'ai mis tous les commits de l'intégration continue à la suite et tous les commits du script à la suite. Et je vais tout faire à la fois, je vais aussi les fusionner à ce moment-là. Donc là, j'ai un petit menu déroulant et je peux choisir Fix Up comme tout à l'heure. Et ce qui est super bien, c'est que là, vous avez vu l'interface à gauche, elle me montre que ça veut dire que les commits elles seront fusionnés. C'est beaucoup plus clair en fait ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, hop. Et ça, je veux qu'il soit fusionné. Et celui-là, fusionné à celui-là. Donc, comme ça, j'ai déjà un peu un aperçu du changement que je vais faire. Donc, voilà, j'aurai un commit, son message sautera ça, j'aurai un commit, son message sautera ça. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et je peux me cliquer sur Start Rebase pour terminer le truc. Voilà. Et donc, après l'historique que je regarde ici. Non, c'est pas là. Où est-ce que j'ai mis mon historique? Ah, il est là. Voilà, j'ai mes 3 commits qui sont ici dans le bon ordre et qui sont bien ordonnés. Donc voilà, Git Rebase, c'est un peu plus finalement complexe. Donc Julia Evans, elle a écrit des règles. Et donc la règle, c'est qu'on ne doit pas faire plusieurs choses à la fois, pas comme ce que je viens de faire, à savoir changer l'ordre et les fusionner dans le même tour. Ça, c'est un peu dangereux. Et puis elle a aussi expliqué ce qui pouvait aller mal. Donc c'est vraiment une idée de s'entraîner. Ça peut être très, très utile en fait. Donc, pour conclure, pourquoi avoir des petits commits informatifs? Ça permet d'avoir un meilleur historique et ça, c'est utile quand on utilise Git Blame pour comprendre l'historique d'un fichier et comprendre pourquoi une certaine ligne a été ajoutée. Pour Git Bisect, quand on est en train de faire un débogage un peu compliqué, la seule chose qu'on sait, c'est quand ça marchait, quand est-ce que ça ne marche plus. On veut trouver à quel commit ça s'est arrêté de marcher. Et ce commit, s'il n'est pas petit, ben, ça ne nous avance pas. Et Git Revert pour quand on veut défaire un commit. Donc, et ce qui est important à retenir, c'est que créer des meilleurs commits, c'est pas quelque chose qu'on est obligé de réussir du premier coup, parce qu'on peut toujours refaire son historique après avoir réussi à faire les changements dans le code. Donc, on peut utiliser l'amendement répété, où on crée un bon commit graduellement. On peut écraser, fusionner les pull requests, donc on travaille dans une branche, et au moment de la fusionner, ben, on écrase tous les commits de cette branche en un seul commit qui a un message informatif. On peut repartir de zéro, donc on a tous les changements qu'on voulait, on enlève tout de l'historique et là on reconstruit a posteriori des commits intelligents. Et on peut mélanger et associer les commits aussi dans une branche pour créer aussi quelque chose qui a l'air plus intelligent, plus organisé. Donc je vous ai montré des exemples qui utilisaient le paquet Saperlipopette. Chaque fonction de Saperlipopette, en fait, elle crée dans un dossier qu'on lui indique, un petit dossier avec un historique de Git dans un certain état, avec des instructions, ce qui permet de s'entraîner en toute sécurité parce que ce dossier, il n'est pas important, il est très facile à recréer. Donc, si on se trompe, on ne vient pas de détruire notre fichier de thèse ou je ne sais quoi. Donc, dans Saperlipopette, il y a des exercices qui viennent du site OshitGit, qui est un site qui, pour certains scénarios pas très agréables dans Git, donne des solutions. Par exemple, je viens de faire un changement, mais je me rends compte que j'ai un truc à rajouter dedans. Et donc, il y a des exercices qui correspondent à ces scénarios-là, et puis des exercices qui sont des choses que je trouve intéressantes. Donc, par exemple, le rebase, le reset. Et juste quand je vous ai parlé de Git Revert, il y a un exercice qui parle de Git Revert en particulier, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il y a cet exercice-là dedans. Voilà, donc j'essaye de faire une version en ligne de commande de Saperlipopette. C'est mon projet pour apprendre Rust, mais c'est pas encore prêt. Et là, Git, je vous l'ai montré surtout avec RStudio, un petit peu avec Positron. On peut aussi l'utiliser en ligne de commande. Et vraiment, c'est comme on veut. Donc Saperlipopette va pas regarder avec quoi vous résolvez l'exercice. Et au quotidien, il faut vraiment utiliser ce qui nous arrange parce qu'il ne faut pas que Git soit dans nos pattes, en fait, il faut que ça nous aide.
Donc, quels outils peuvent être utiles pour Git? Donc, si on utilise Git dans le terminal, ce que j'ai pas vraiment montré aujourd'hui, à part pour lancer le Git Rebase, je crois, et le Git Reset. Donc, l'avantage du terminal, c'est qu'il ne change pas. Donc, un Git, finalement, les commandes ne vont pas changer, puis qu'on apprend les mots du Git, qu'on apprend les commandes. Donc, ça peut être utile. On peut utiliser Git dans RStudio. Donc, il y a cette fenêtre en haut à droite où on peut faire des commit amen, push, pull, toutes ces choses assez basiques, ça marche très bien dedans. Dans Positron, on peut aussi cliquer pour faire des commits. L'extension GitLens, elle est intéressante parce qu'elle permet d'avoir Git Blame dans les fichiers. On peut voir dedans les commits qui ont touché les lignes. Et aussi, bon, par exemple, pour le Git Rebase, c'est très sympa. On peut utiliser, donc ça dépend vraiment de ce que vous utilisez comme interface. On m'a dit beaucoup de bien de quelque chose qui s'appelle GitHub Desktop, qui permet d'interagir avec GitHub, mais qui a aussi une interface sympa pour faire par exemple, pour ajouter une seule partie des changements d'un fichier à un commit. Ça marche bien pour ça. Donc voilà, je vous ai mis les liens vers les ressources ici, et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Maëlle, pour cette belle présentation. Merci beaucoup, Maëlle. Super. C'était très intéressant. Merci pour les démos et tout. Pour moi, tout est nouveau, hein. Je commençais à tester tout ça. Oui, on a une question de Ornella, pardon. C'est notre Oui, branche. je crois que j'y ai répondu. Ah non, c'est avant, Julia. C'est une autre Ah. sur Rebase. Ah oui, ça peut être peut-être intéressant de faire un rebase avant de la branche, de la remettre à jour sur main. Euh. Mais de toute façon, Git merge base feature, je pense qu'il va te répondre ce que tu as localement et du coup ça devrait marcher, mais autant la remettre à jour avant de faire ça, je pense ta branche, autant la réaccrocher au bon endroit. Mm. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une petite question, mais pas trop technique. Plutôt pour les messages, quels sont les éléments en fait clés d'un bon message de commit pour qu'il soit à la fois informatif et concis, surtout qu'on travaille avec plusieurs développeurs et tout. Du coup, s'il y a un développeur qui a un avis plus avancé, il faut suivre cette personne-là pour pas l'embêter. Et il y a une convention que j'utilise un peu dans les messages de Sapari Popette, c'est la convention s'appelle Conventional Commit, c'est où tu rajoutes un petit préfixe à tous tes commits de messages, sinon si ça concerne la doc ou un bug fixe, et Ah, donc tu mets par ah exemple oui, fixe de points, mais ça c'est pas, par exemple si c'est pour pas mal. un truc d'analyse, je sais pas si c'est vraiment très utile. Après c'est le message de commit que tu aimerais lire plus tard. Et je crois qu'on dit que ça devrait plutôt expliquer le pourquoi plutôt que le comment, parce que le comment, il est dans les modifications, et donc le pourquoi. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Mais Merci. je crois qu'il a pas le droit d'être trop long. S'il est trop long, tu dois le couper. Parce qu'à la base, les messages de commit, c'était des emails. Donc tu as l'objet et le corps. Ah, Ouais, ah c'est oui, pour ça que ça d'accord. doit pas être trop long. Ouais. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Et tu dis un petit commit, comment on peut juger qu'un commit est vraiment petit? C'est-à-dire une seule. Mais en plus, ça dépend aussi des conventions que tu as dans ton projet, parce qu'il y a des projets où les commits, ils sont plus ou moins gros. Mais tu peux imaginer que tu fais une branche, une pull request, par exemple, tu dois réparer un bug et tout ça, ce sera un seul commit, même s'il est un peu gros. Ah oui, d'accord, ok. Mais celui que j'ai montré, là, quand je dis 145 fichiers, le message commit, Oui. c'est fictif. Mais par contre, la taille du commit, c'est vraiment un commit sur lequel je suis tombée dans un projet. Il était vraiment gros comme ça et ça, c'était trop Ah là. oui, d'accord. Je sais pas ce qui est assez petit, mais ça, c'était vraiment trop gros en tout cas. Merci pour les ressources aussi, hein, Bon, merci encore une fois, Maëlle. Nous allons partager l'enregistrement sur notre chaîne YouTube.
N'hésitez pas à le revoir si vous le souhaitez. Et je partage avec vous les liens vers nos canaux de communication. N'hésitez pas à nous Une suivre. dernière question, je pense, Mona. Oui, oui, vas-y, allez-y. C'est Ornella qui dit s'il faut décrire le pourquoi c'est souvent relié à la partie métier. Oui. Alors, est-ce que tu peux peut-être, parce que moi je n'utilise pas du tout le terme de partie métier ou pas, donc je suis pas sûre de comprendre à quoi ça se. Euh, je pense que quand tu m'avais dit bah, il faut rajouter le préfixe et tout pour renommer le commit, Mhm. je pense que c'est ça la question. Ou le fixe, en est, tu veux dire dans le langage des gens qui l'ont remarqué, en fait, des utilisateurs, ou dans leur formulation. Oui, oui. Puis Ouais. c'est aussi des fois quand on a des gens qui vont revoir nos changements, peut-être que eux ils peuvent aider en fait à. Par exemple, si c'est une pull request et qu'on va l'écraser, le titre de la pull request, ça va être le message par défaut et peut-être que la personne qui relie nos changements pour nous donner des retours dessus peut critiquer le titre et demander à le reformuler. Ça peut aussi être ça, une manière d'écrire un bon message, c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui le lit et nous donne son avis. D'accord. Parfait. Merci à tous d'être présents. Merci encore une fois, Maëlle. Ah, Et merci beaucoup à tous. je vous dis à bientôt et très bonne fin de journée et bon week-end. Merci. Merci Merci Maëlle. beaucoup. Bon week-end. Merci beaucoup.